et bienvenue à Impact de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec un des potes de Pack depuis le début, messieurs l'arbitre. Oui, c'est le gentil géant, le rugby Rastaman. C'est notre Charlie Bayer. Salut Charlie. Salut mon ticket, tu vas bien? Je suis content de revenir après des vacances d'été très pleines de terrasses, de soleil et de houblon. C'était formidable et loin du rugby, loin du sport, mais très reposant. Bah écoute, je suis content de te voir. On n'est pas toute seule aujourd'hui. Après un épisode sur le top 14, on voulait nous préparer pour le 7 parce que, oui, c'est le Coupe du Monde très très bientôt. C'est le 8 au 11 septembre, le Coupe du Monde des 7. Donc on a qui comme invité, Charlie? Ouais, comme on est plutôt 15 et qu'on a plus des choses à entendre que des choses à dire au niveau du 7, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Samuel Alert, qui a eu plusieurs sélections en équipe de France, de 7 du coup, et nous fait le privilège d'être parmi nous. Comment ça va, Samuel? Salut Charlie, salut TK. Ça va très bien. Écoute, moi aussi, je passais un très bon été, chaud, et premier été sans prépa physique. Donc effectivement, il y a eu aussi quelques débordements, quelques terrasses et quelques bières, mais c'était chouette. T'avais moins d'abdos à la plage peut-être. Ouais. Un peu moins taillé. Moins de summer body. Dis-moi, mon Samuel, la grande question, c'est que on sait que tu as commencé par le rugby à 15. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait passer au 7 en fait? Je sais pas trop en fait. Comme ce qui m'a fait commencer le rugby d'ailleurs, je sais pas du tout. J'ai toujours fait du 7 tout au long de mes écoles de rugby. Donc que ça soit avec Massy, avec les sélections départementales, régionales, etc. Avec La Rochelle pareil. Et puis j'ai commencé à faire pas mal de 7, notamment l'été avec l'association les Free Seven. Et puis, je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais j'ai reçu un coup de téléphone du manager de l'équipe de France de rugby à 7 quand je jouais à Cognac, donc en Fédéral 1. Et il m'a proposé de venir avec l'équipe de France. C'était en préparation du tournoi de Singapour, juste pour tester. Ça s'est super bien passé. Et à cette époque-là, ça se passait bien aussi en club, donc j'avais d'autres propositions. Et en fait, je l'ai rappelé 2-3 semaines après pour lui dire que j'avais signé dans un autre club. Et il m'a dit, écoute, bouge pas, je te fais une proposition de 48 heures. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Et c'est vrai que quand on m'a proposé l'équipe de France à 7, ça me paraissait un peu évident, quoi. Donc j'ai tout de suite signé et j'étais super heureux de participer à tout ça. Ouais, du coup, tu passes de la fête d'une à l'équipe de France, quoi. Ça doit être assez, ouais, c'est ça. assez dingo, quoi. Ouais, c'est ça. Après, non, c'est ça. Puis surtout, l'équipe de France de rugby à 7, pour le coup, c'est un sport qui est super intense. Il a fallu me préparer. Au début, j'avais la trouille forcément, mais voilà, avec du boulot, avec de la prépa, et puis avec toutes les bonnes conditions qui étaient réunies à Marcoussis, etc. Ça l'a fait, en tout cas sur les premiers tournois et sur la préparation. Si j'ai bien compris, alors tu es passé dans en vie de rugbyman en Fédéral 1 et d'un coup tu es presque devenu pro dans un sens, non? Ouais, c'est ça. Après, à Cognac, on commençait. Enfin, pour le coup, à La Rochelle, j'étais au centre de formation, donc on avait déjà un peu un fonctionnement professionnel. À Cognac, j'ai fait 3 ans là-bas et sur ma dernière année, on était en train aussi de basculer sur le niveau professionnel. Et puis, j'allais signer après. Si je ne signais pas avec l'équipe de France, j'allais signer pour le coup avec un club pro aussi. Donc bon, ça s'est pas fait d'un coup, on va dire. C'est des choses qui se sont fait assez progressivement. Mais oui, je suis rentré dans un vrai effectif professionnel avec l'équipe de France de rugby à 7. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en toi, dans ton jeu, qui disait ah tiens, lui, il va être bien dans le 7? Alors au début, je pense que je jouais ailier, centre ailier à 15. Donc c'était l'époque où le Christophe Rey, donc le manager de l'équipe de France, regardait aussi un petit peu du côté de la Fédéral 1, puisqu'il avait notamment recruté Tavite Veredamou à Nîmes. Donc au début, je pense que de mon côté, il a vu un numéro 7, donc un ailier à 7, un finisseur. Sauf qu'il s'est avéré que je manquais bien évidemment de vitesse, parce qu'à 7, il n'y a rien à voir avec le 15, et on est face à des mecs comme Perry Baker qui sont capables de courir le 100 mètres en 10 secondes. Et donc, je me suis retrouvé pilier, voilà, tout naturellement, et ça m'allait très bien. Ouais, je me disais, tu es le pilier le plus svelte que j'ai jamais vu. Ouais, c'est ça. À 7, c'est un peu les profils. C'est un peu les profils des piliers qui sont plutôt longilignes, aériens, et voilà, qui sont capables
de répéter les tâches. Ouais, d'ailleurs, Perry Baker, pour nos écouteurs qui peut-être ne connaissent pas, c'est un joueur américain qui... Allez le suivre sur Instagram, c'est quand même des vidéos... et c'est vrai qu'il va très très vite quand même, monsieur. Ouais, parce que moi, c'est ça que je me demandais, en fait, comme il n'y a pas vraiment de... Là, ça commence maintenant, mais quand ça commence, il y a le tournoi de Seven, là, qui est le championnat de Seven qui date d'il y a 3 ans, il me semble, en France. Mais à l'époque, c'était comment tu recrutes, comment tu repères, en fait, des joueurs pour aller au Seven alors qu'il n'y a pas de compétition. Donc, ça reste quand même très, très correlié, en fait, le 15 et le 7. Ouais, complètement. Après, justement, c'est ce que le staff actuel de l'équipe de France a voulu développer. On va dire que le 7 avant, c'était un peu le rugby en marge du rugby à 15 et on y allait parce que ça faisait rêver, parce qu'on faisait le tour du monde, mais il n'y avait pas vraiment de perspective professionnelle et de progression. Et là, pour le coup, ils l'ont intégré vraiment déjà d'une dans la formation du joueur parce que sur le rugby à 7, il y a vraiment beaucoup plus d'actions. Donc, un joueur va connaître toutes sortes d'émotions sur un tournoi, sur un match. Il va avoir peut-être, je ne sais pas, mais peut-être 10, voire 15 fois plus d'actions que sur un match de rugby à 15. Donc, la progression, elle va être beaucoup plus importante. En fait, c'est ce que je disais, les joueurs, ils étaient pris très tôt, notamment comme Stéphane Parez ou Jonathan Logel, qui ont été pris à leurs 18 ans. Et puis après, en fait, on faisait toute notre carrière, enfin, je dis à l'époque, mais c'était pas non plus il y a 30 ans, mais à l'image, encore une fois, hein, de Jonathan Logel, ça fait 10 ans qu'il fait du rugby à 7 et il doit être c'est le Français qui a le plus gros nombre de tournois, il doit être à 70 tournois. C'est des joueurs qui sont pris très jeunes et qui font toute leur carrière à 7. Ou sinon, c'était aussi des joueurs, des pros qui voulaient se relancer, comme par exemple on a eu avec Pierre-Gilles Lacafia, avec Paul Bonnefond, Manuel Daligna, etc. Et qui sont aussi, je pense, un peu tombés amoureux du jeu et qui sont restés au sein de cette équipe de France. Mais si j'ai bien compris dans ce que tu dis, il y a une espèce de passerelle qui est en train de faire dans le rugby à 7 vers le 15, parce que j'ai l'impression dans d'autres équipes comme l'Angleterre, parce que il y avait Laurence Daelago et par exemple Nouvelle-Zélande, il y avait Jolan Lamou, Victor Vito, qui ils ont tous passé par la 7, qui allaient vers le 15 après. Et aujourd'hui, avant en France, c'était pas forcément ça, et ça commence d'être le cas, c'est bien ça? Ouais, exactement. Ouais, même au-delà d'une passerelle, je pense que on essaie de faire en sorte que ça soit vraiment une formation, quoi, un temps de formation pour les joueurs, parce que en fait, en France, le rugby à 7, c'était pas dans notre culture, alors que bon, tout le monde le sait, mais alors qu'en Nouvelle-Zélande, pas tous les Blacks, j'exagère, mais énormément de joueurs néo-zélandais sont passés par l'équipe de France, par l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à 7, comme Joey Rokosoko, mais même encore, Caleb Clark, tous ces joueurs-là, Rico Ioane, les 2 frères Ioane, ils sont passés par les Black à 7. Et en fait, c'est vraiment une étape qui permet aux joueurs de progresser et aussi de voir le rugby d'une autre manière. Je pense que c'est intéressant aussi de voir le rugby par les espaces, par l'intensité. Et ça se ressent aussi sur certains joueurs néo-zélandais ou australiens ou même sud-africains maintenant qui sont capables d'enchaîner les tâches comme on a rarement vu. Et je pense que ça sur justement des étapes ou des tournois de rugby à 7, ça peut nous faire vraiment progresser. Ouais, donc il y a un côté rugbystique qui devrait être super intéressant pour toi à ce moment-là, mais aussi un côté humain qui devrait être magnifique aussi, dans le sens que comme tu dis, tu peux commencer à tout faire le tour du monde avec des tournois de 7. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était à ce moment-là, tes premiers tournois, tes tournées à l'étranger? Ouais, bien sûr. Moi, c'était vraiment le rêve. J'ai toujours aimé voyager pour le coup. Et là, ça réunissait mes 2 passions, le rugby et le voyage, même si il y en a d'autres. Mais là, c'était vraiment le rêve. Et c'est vrai qu'en plus, pour le coup, c'est des destinations qui sont assez particulières, parce qu'on peut croire il y a des étapes en Nouvelle-Zélande, en Australie, où c'est des gros pays rugby. Mais c'est pas forcément là où il y a le plus d'ambiance, c'est là où il y a le plus de monde. Et par contre, des pays comme Hong Kong, Dubaï, Cap Town, même si Cap Town c'est un gros pays rugby, là il y a des ambiances de fou. Et je me souviens de mon premier tournoi, c'était à Dubaï. Nous, on était là depuis une semaine et demie.
Donc on était, Dubaï, c'est pas la plus belle des villes, on va dire, mais pour le coup là, on avait un bel hôtel forcément. Et en fait, ce qui est particulier à Sète, c'est que tous les joueurs et quand il y a aussi les filles, tous les joueuses sont dans le même hôtel. Et en fait, on mange tous dans une grande pièce, donc en bas de l'hôtel. Donc c'est assez drôle parce que quand tout le monde arrive et tout le monde se regarde un peu, on regarde qui est là, qui n'est pas là, si on voit des joueurs avec des straps, etc. Donc il y a un truc assez particulier, à l'inverse du 15 où avant les matchs, on essaye le plus de se séparer et qu'il n'y ait pas trop de contact. Et là, pour le coup, à 7, on passe une semaine avec les mecs. Et donc, tu veux dire entre équipes de pays différents? Ouais, entre équipes de pays différents. Ouais. Et donc, ma premier tournoi, forcément, avant, je regardais tout le monde à la télé. Et là, de pouvoir voir les mecs en face, c'était quand même. Ça fait quand même quelque chose, forcément, de voir les gens qu'on. Peut-être pas qu'on adule, mais voilà, qu'on regarde à la télé, ça fait toujours quelque chose. Et donc, réveil, premier tournoi. Donc, forcément, j'avais un peu peur. Et en fait, je me fais réveiller par les Fidjiens qui étaient juste en dessous de chez moi et qui entament une chanson de prière. Juste en dessous, quoi. Donc c'était vraiment moi ça m'a marqué parce que c'était vraiment le truc pour me mettre dans le rugby à 7 où tu as les numéros 1 mondiaux olympiques qui te réveillent avec un chant, tu vois. C'était vraiment, moi ça m'avait vraiment marqué. Et puis voilà, et puis après j'ai joué contre eux et j'ai vu un peu est-ce que cette apprécié, quoi. Cette proximité aussi, est-ce que ça veut dire que tu as pu tisser les liens avec d'autres joueurs de d'autres nations aussi? Eh bien, pour tisser des liens avec des joueurs étrangers, il faut parler anglais. Et c'était pas ma grande force pour le coup. Mais oui, après, on est amené à les croiser. Et c'est vrai que j'ai recroisé il n'y a pas longtemps des joueurs écossais. On s'est tout de suite reconnus, on a discuté. Donc, après, ça reste des joueurs contre qui on va jouer. Donc, on n'est pas tous meilleurs amis. Mais ouais, il y a certains joueurs qu'on voit, qu'on reconnaît, avec qui on dit bonjour. Et puis, quand on se recroise après, on est capable aussi de discuter avec eux. Ouais. Et du coup, je sais pas si on peut parler de salariat, mais la vie de quand t'es rugbyman à 7 de l'équipe de France, ça fait que t'as une vie régulière entrecoupée par les tournois, ou entre les tournois, tu fais aussi, c'est aussi un boulot à plein temps, ou non, comment ça se passe? En fait, on était les joueurs sont en contrat avec la Fédé, et donc on a à peu près 4-5 mois de prépa. Donc ça commence, on va dire, de début juillet jusqu'à début décembre. Wow. Je crois que les comptes sont bons. 4 mois de préparation? Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, il n'en faut pas moins parce que sinon, sur le terrain, ça devient compliqué. Mais donc, on a 4 mois à peu près, de 4-5 mois de préparation. Et ensuite, on enchaîne 10 tournois de décembre à mai ou juin, je crois, à peu près. Et donc voilà. Donc on avait à peu près calculé, je crois que ma première année avec l'équipe de France, on était 100 jours en France, je crois, à peu près, entre les stages, les tournées, etc. Donc non, c'est vraiment un job plein. T'es presque un expat en fait, avec 100 jours en France, c'est un truc de dingue. Ouais, presque, ouais. J'imagine que t'as bien mangé quand même, avec tous ces escales partout dans le monde. Ouais. Après, on mangeait à l'hôtel, hein, et pour le coup, c'était les diététiciens et diététiciennes qui faisaient dommage. Et les repas. Ouais. On avait une petite journée off de temps en temps, par-ci par-là. On allait goûter les plats de là où on était. Mais ouais, c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir une première idée de. On visite pas énormément, mais ça permet d'avoir une première odeur, on va dire, un premier sentiment du pays dans lequel on est. Après, tu fais pas 4 mois de prépa physique pour aller t'empiffrer de street food dans Los Angeles quand même. Ouais. Le gâchis. Bon, écoute, parle-nous un petit peu de ce sport. En fait, bon, je pense que on a tous regardé un peu sur les JO, mais c'est vrai que c'est pas un sport que je regarde très souvent. Heureusement, il y a comme tu as dit, il y a une extenso Super Sevens qui a commencé. Je suis allé voir un match à Nanterre. J'ai fait un épisode il y a très longtemps. C'était juste avant ou après, j'ai oublié de Covid. Non, c'était avant Covid, il me semble. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, juste très rapidement pour des gens qui peut-être connaissent pas les différences des règles entre le Sevens et le 15? Ouais, bien sûr. Mais déjà, la règle principale, forcément, c'est qu'on joue à 7 contre 7 sur le même terrain que le rugby à 15. Après, il y a 5 remplaçants de chaque côté. Et puis, donc ça fait une feuille de match. Ça fait une feuille de match à 12. Et donc, il y a un 13e qui, avant, rentrait quand il y avait un blessé.
Mais il me semble que, c'est même sûr, cette année, ils ont testé une nouvelle règle où en fait le 13e peut rentrer un peu n'importe quand dans le tournoi, ce qui permet aussi d'avoir une rotation un peu plus fluide et ce qui permet aussi à certains joueurs de récupérer en fonction de certains matchs, etc. Et donc, ils ne rentrent plus uniquement quand il y a un blessé sur le tournoi. Et donc, pour parler de tournoi, à la différence du rugby à 15, comme c'est des matchs de 2 fois 7 minutes avec une pause de 2 minutes, on fait à peu près 6 matchs dans le week-end, donc 3 matchs de classement la première journée, et puis 3 matchs de qualification la première journée, et puis après 3 matchs de phase finale la deuxième journée, donc quart, demi et finale. Après, rien de bien fou, des mêlées à 3. Donc, on enlève tout ce qui est superflu, pilier, deuxième ligne. Tous les gros, en fait. Moi et Charlie, on est écartés. Pas besoin de vous. Ouais, pilier, deuxième ligne. C'est du rugby sous sa forme la plus épurée. Non, et après, touche à 3 ou à 2. Et puis après, la grosse différence vraiment qu'il y a sur le rugby à 7, c'est que lorsqu'on marque un essai, on donne le coup d'envoi. Ouais. Voilà à peu près le tour des règles. Après, il y a des petites notions qui sont un peu différentes entre les deux, mais c'est à peu près ça. Parle-moi un tout petit peu de ces positions, parce que tu disais que tu jouais pilier. Mais il y a pilier, il y a talonneur, il y a scrum half, il y a le 9, le 10, entre guillemets, si je parle de côté 15. Mais tous ces gars-là, j'ai l'impression sur le terrain, ils sont tous un peu la même taille, non? Est-ce qu'il y a des différences dans les positions au niveau de... C'est les mêmes gabarits. Ouais, est-ce qu'il y a des différences de position au niveau de responsabilité, au niveau de gabarit, on va dire? Ouais, alors il y a la première ligne forcément, donc 1, 2, 3, où le 1 et le 3, ça va être des joueurs plutôt grands, plutôt aériens, assez puissants et qui seront capables, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de répéter pas mal de tâches. Après, ça va dépendre des profils, hein, mais pour le coup, c'est des joueurs qui sont souvent au milieu. Après, le numéro 2, en règle générale, après, c'est vrai que ça évolue, hein, mais je fais vraiment en règle générale, c'est un joueur peut-être un petit peu plus petit, un petit peu plus trapu, qui lui est capable aussi de gratter des ballons, qui est capable de... En fait, sur une mêlée, au moment de l'impact, à la sortie du ballon, c'est le joueur qui va sortir directement pour défendre. Donc, c'est un joueur qui est assez aussi... capable de se déplacer pas mal sur le terrain. Après, on a le 4 et le 5, donc ça, c'est l'équivalent du 9 et 10 à 15, qui sont en gros la charnière et qui, eux, doivent un peu diriger le jeu. Et puis ensuite, on a le 6, qui est l'équivalent du centre à 15, et puis le 7. Après, sur les gabarits, franchement, ça change en fonction des profils, mais on reste quand même sur des numéros 7 qui vont très vite. Des numéros 6 qui sont en fait les numéros 6 ils sont un peu entre les joueurs de devant, les joueurs de derrière, puisqu'ils sont capables d'aller vite mais aussi de plaquer, de gratter très fort, à l'image de Paulin Riva, le capitaine de l'équipe de France, qui maintenant aussi joue 5. Donc ça, à l'image du rugby à 15, c'est vrai que ça dépend aussi des profils des joueurs. Et par rapport les qualités d'un bon joueur à 7, c'est pas juste d'aller vite non plus, parce qu'il y a gros côté plaquage, parce que en fait à que une personne c'est 1 contre 1 beaucoup, donc il faut vraiment bien assurer ce plaquage. J'imagine aussi un gros côté grattage aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes qualités en tant que joueur? Est-ce que t'étais fort où? Non, c'était pas la vitesse, ça c'est sûr. Après, j'étais un joueur qui avait un petit peu de caisse, on va dire. Et ce qui faisait que moi, j'étais souvent milieu de terrain. Donc, milieu de terrain, forcément, il y a pas mal d'équipes qui attaquent cette zone. Donc, tu vas défendre beaucoup. Et puis après, comme c'est à 7, tu défends à 6 parce qu'il y a le libéro, donc le numéro 4, qui défend derrière. Donc, tu défends à 6. Et en fait, la plupart du temps, tu défends avec un bloc de 3 joueurs et un autre bloc de 3 joueurs. Et donc, les joueurs du milieu, ils sont censés faire le lien entre ces deux blocs pour qu'il y ait le moins de trous possible. Mais j'ai hâte de voir un match, parce que maintenant, avec cette explication, je pense que ma façon de voir, ça va changer en fait. Avant de venir à cette Coupe du Monde, d'ailleurs, parce que moi, ce qui m'impressionne aussi dedans, quand on voit les images des tournois, des machins, et j'attends beaucoup de cette Coupe du Monde à ce niveau-là, c'est que t'as quand même dans le Seven un côté vachement, on dirait presque un festival de rugby, quoi. Les gens, ils arrivent déguisés, c'est très festif, il y a beaucoup d'à côté, il y a beaucoup d'animations autour, il y a beaucoup le tournoi de l'étape de Hong Kong, par exemple, elle est très connue pour être un peu un grand n'importe quoi. Dans les tribunes, en tout cas. Je ne parle pas
de tes qualités sportives. Mais ça donne quoi, du coup, quand tu es sur le terrain? Ça donne quoi le rapport à ce côté fête, un peu festival? Moi, je vois ça comme un festival de rugby, au final. Ouais, c'est plutôt ça, hein. Après, tu vois, on parlait de culture rugby tout à l'heure. Pour le coup, il y a des nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, où là, c'est très rugby et c'est vrai que enfin, en tout cas, maintenant, c'est un petit peu moins festif. Alors qu'à la base, c'est des nations vraiment archi-rugby et à rugby à 15, c'est le feu. Et à l'inverse, des pays comme Hong Kong, où là, il n'y a pas énormément de rugby et où dans les tribunes, c'est vraiment incroyable. Et il y a notamment une tribune à Hong Kong qui s'appelle la Sosten, qui est, il me semble, interdit. Ça, c'est la rumeur, mais qui est interdit au moins de 18 où tout le monde est déguisé. Il y a 2 heures de queue avant de pouvoir rentrer dans cette tribune. Enfin, c'est Ah ouais, d'accord. incroyable. Et par exemple, tout autour du tournoi de Hong Kong, il y a un énorme village avec plein d'animations, plein de jeux, plein d'écrans, Ouais. bars, etc. Pour le coup, l'idée du festival, c'est vraiment le cas, et ça me fait penser à un truc où, où sur ce tournoi de Hong Kong, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ont vu les images, on avait croisé Sébastien Chabal en homme de Cro-Magnon qui avait fait une chanson, qui avait chanté en plein milieu du terrain. C'était 500 Miles, là. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs chansons sur le rugby à 7 qui ressortent, et pour le coup, il avait chanté ça, c'était assez rigolo, mais c'est vrai que ça représente quand même assez bien l'esprit du rugby à 7. Ça me donne envie de faire un live à Hong Kong, Charlie, qu'est-ce que t'en penses? ouais, envie pour nous, mais peut-être pas pour les autres, quoi. Ce serait pas un cadeau. Avant de passer à la Coupe du Monde, juste, on a fait un peu le tour du Seven. Tu nous as présenté un peu les équipes, tu nous as présenté un peu les gabarits, les trucs et tout. Du coup, si on était dans une cour de récré et qu'on avait joué à Shifumi, sur chacun choisir ses équipes, si tu devais choisir les équipes, qui entre TK et moi, tu prendrais dans la tienne? Ah, c'est moche. Non, mais t'es pas obligé de dire. Je te fais des clins d'œil, t'inquiète pas. T'es pas obligé de dire. Ouais, d'accord, je le prends pas mal, hein, juste par la grille. Pour pas me fâcher avec l'un de vous deux. Juste par la grille dans la barbe. Pour pas te fâcher avec Tika. Allez, on parle un peu de ce Coupe de Monde. Donc, en fait, j'ai l'impression que tout événement, il est énorme, et c'est incroyable parce que c'est un Coupe de Monde et ça va durer 3 jours. C'est un truc de fou. Et c'est comme dans un sens, j'aurais l'impression que c'est comme un week-end normal. C'est comme un HSBC Series 7 mais pour un joueur, lequel est le plus important? Les JO, un HSBC ou le Coupe du Monde? Personnellement, pour moi, ça sera les JO. Forcément, je pense que c'est un truc c'est international. Tout sportif rêve de faire les JO. Et puis après, la Coupe du Monde et après les World Series, ouais, forcément. Mais ouais, mais c'est pour ça aussi que le rugby à 7, c'est particulier. C'est que c'est un sport qui est sur 2 voire 3 jours. Et pour le coup, il faut être mobilisé, que ça soit physiquement ou mentalement, sur tout le week-end. C'est un truc qu'on retrouve dans très peu de sports, en fait. Ce qui fait qu'on connaît des émotions qui sont multiples. Et puis, on est obligé aussi de relancer le corps, de se réchauffer 6 fois dans le week-end. C'est vraiment... pour moi, c'est un sport extrême. Ouais, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure quand tu décrivais les trucs, c'est que quand tu arrives à la fin du week-end, si par hasard tu t'es qualifié, enfin de toute façon il y a des revanches, mais quand tu fais s'il y a 6 matchs sur le week-end, si tu arrives le dimanche et que tu arrives au 3e match, est-ce que il y a du coup une préparation différente? Est-ce qu'il y a vraiment une adaptation en fait, que les organismes sont fatigués, ou est-ce que l'idée d'arriver sur si tout s'est bien passé, sur des matchs beaucoup plus arrangeux, font que mentalement tu vas rattraper un peu la déficience physique qui a engendré le cumul des matchs? Ouais, bien sûr. Après, tout ça c'est organisé aussi par les prépas physiques, hein, mais en règle générale, pardon, on fait des échauffements. Enfin, sur la première journée et sur match 1, on part sur 30 minutes d'échauffement, 25 minutes sur le deuxième match, 20 minutes sur le troisième match. Et sur la deuxième journée, on fait aussi en dégressif, on part de 25, on fait 20 et on termine avec un échauffement à 15 minutes, où là c'est vraiment un peu d'échauffement, de l'explo, un peu de combat pour nous remettre dedans, et puis après feu. Mais en fait, il y a entre chaque match, on a à peu près 3 heures entre chaque match, ce qui fait que c'est assez court, hein, parce qu'on reste toute la journée au stade, donc ça veut dire qu'il faut qu'on mange, qu'on fasse aussi une petite sieste, on a des séances vidéo, qu'il faut qu'on fasse de la récup, il faut qu'on s'occupe de nos bobos, et donc tout ça, ça se passe entre les matchs, dans les sous-sols du stade. Et c'est ce qui fait aussi l'intensité de ce sport, c'est que vraiment pendant un week-end, on s'enferme dans cette bulle qui est le stade, et on ressort uniquement pour jouer, quoi. Donc, ça fait aussi la magie du rugby à 7, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi
explosif, aussi festif, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, il faut être capable de sortir ce truc-là. Oui, il y a un côté mental qui est impressionnant aussi, parce que s'il faut être sur scène, mais entre guillemets, mais dans la vraie vie aussi, c'est vraiment sur scène, mais 6 fois dans un week-end, c'est beaucoup d'énergie qu'il faut trouver, quoi. Ouais, d'énergie, d'émotion aussi. Il faut être capable de les gérer, ces émotions. Hein, parce que si on s'énerve sur un match, il faut déjà être capable de ne pas s'énerver sur ce match-là. Et puis, essayer de changer aussi d'émotion sur les autres matchs. Et puis, si on prend, je me souviens du tournoi de Vancouver où, premier match, on joue contre la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'on prend 45 points. Je crois vraiment qu'on prend 45 points. Moi, le premier, je fais un match vraiment pas bon. Et au final, on arrive à retourner un peu la situation. On gagne les deux matchs d'après. Et puis, on arrive à aller en finale contre l'Afrique du Sud. C'était un tournoi incroyable. Donc, c'est ça aussi le rugby à 7. En fait, c'est être capable de se remobiliser très rapidement, de passer à autre chose, tout en n'oubliant pas non plus ce qui s'est passé et en tirant les leçons, quoi. Ouais, c'est ça, parce que je pensais, enfin, d'expérience souvent en 15, quand tu fais un mauvais match, quand tu passes à côté, enfin, ce qui arrive, c'est super dur de digérer, même t'arrives le mardi à l'entraînement, t'es encore sur le truc, il y a ceux qui balancent leur gourde, qui sont fâchés, tu vois. Non, mais, et en fait, vous vous avez 4 heures pour basculer d'un état mental de déception, ok, il y a un autre match à jouer, faut remobiliser, il y a pas le temps, en fait, de digérer. Ouais, c'est ça. Et encore, quand tu dis 4 heures, c'est que, en fait, c'est presque à la fin du match, il faut passer à autre chose. Parce que, comme je te dis, on a un petit temps où on se regroupe. Et là, il y a le coach qui fait juste une petite conclusion du match. On rentre au vestiaire, on enlève tous nos habits. Là, on s'occupe de la récup, donc ça veut dire qu'on va faire un peu de bain froid. On va demander au kiné qui regarde nos petits bobos, qui nous fasse peut-être des tapes pour qu'on puisse récupérer sur les 2-3 heures. Ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, on prend notre douche, on s'habille, bas de contention, etc. Il faut qu'on mange parce qu'on a dépensé énormément d'énergie. En règle générale, on perd, ça dépend des joueurs, mais on perd quand même 2, 3, 4 kilos sur les week-ends, tu vois. Donc, on lâche quand même pas mal de jus. Donc, il faut qu'on mange. Ensuite, on revient. Il y a ceux qui veulent faire une petite sieste ou qui ont besoin d'un temps calme aussi. Puis après, il y a une analyse vidéo de la prochaine équipe. Puis après, voilà, on repart, on se rhabille gentiment, on regarde aussi notre match. Enfin, tu vois, en fait... Ça reste assez discontinu, en fait. Tout s'enchaîne assez rapidement. Que les matchs, mais... Donc, c'est vraiment une fois que le match se clôture, tu passes à autre chose, quoi. Bah écoute, si tu perds 4 kilos par week-end, peut-être je devrais me mettre au Sevens. Après, tu la reprends très vite. Hein. Allez. Allez, on parle un petit peu de l'organisation alors de ce Coupe du Monde, comment ça fonctionne. Donc, si j'ai bien compris, il y a 24 équipes. Il y a un premier tour où il y a 16 équipes. Et après, il y a une espèce de deux. En fait, il y a déjà 8 équipes qui ont passé ce premier tour. C'est comme dans les playoffs, dans le top 14, il y a 2 équipes qui sont déjà sur le deuxième tour directement. Et dont la France figure, par exemple, dont ces 8 qui s'appellent le Round of 16. Donc, il y a un premier partie qui s'appelle le Pre-Round of 16 qui se bat et les victoires, comment ça se dit, les vainqueurs, on va dire, passent au deuxième tour contre on va dire, les équipes qui sont mieux notées, meilleures rankées, je sais pas comment dire ça. Mais par contre, chaque fois que tu perds, en fait, tu vas dans un autre pool. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le fonctionnement pour les hommes, puisqu'il y a un fonctionnement qui est différent pour les femmes. Et donc les 8 équipes dont tu parlais, donc qui vont jouer à partir de la deuxième journée, c'est les 8 équipes qui se sont qualifiées lors de la dernière Coupe du Monde, donc qui se passait à San Francisco. En fait, c'est les 8 premières équipes qui sont les 8 premières équipes de la dernière Coupe du Monde. Donc celles-ci, c'est celles qui se sont directement qualifiées et donc qui vont jouer sur la deuxième journée. Et avant ça, on a 16 équipes donc, qui vont jouer la première journée et qui vont avoir l'opportunité déjà de remporter ce premier match pour jouer leur 8e de finale, la deuxième journée. Et donc, pour le coup, on a l'équipe de France qui est arrivée 7e à la Coupe du Monde qui se déroule à San Francisco, donc la dernière Coupe du Monde. Et donc, elle s'est automatiquement qualifiée pour la Coupe du Monde à Cape Town. En sachant que les 16 équipes donc, qui vont jouer la première journée, elles se sont qualifiées en fonction de compétitions continentales, on peut appeler ça comme ça, sur chaque continent, à l'image des TQA qu'on peut avoir pour les Jeux Olympiques. En fait, il y a
un tournoi par continent, et donc l'équipe qui remporte, ou les 2 ou les 3 premières équipes qui remportent ce tournoi, se qualifient pour la Coupe du Monde. Pour les filles, il y a un fonctionnement différent, puisqu'en fait, elles sont 16 équipes. Et donc, c'est les 4 demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde qui peuvent se qualifier qui sont qualifiés directement pour la deuxième journée. Et donc, il y a 11 autres. Et j'ai oublié l'équipe aussi, l'équipe haute, donc là, à l'Afrique du Sud. Et puis ensuite, il y a 11 autres places qui sont attribuées sur chaque tournoi des continents et qui ont l'opportunité de pouvoir jouer cette première journée. En fait, c'est difficile à expliquer en audio parce que je suis allé sur le site et je regardais le truc, je disais waouh. Donc allez tout le monde, allez sur le site web de Coupe du Monde de Winter Rugby World Cup Sevens. Ça va expliquer aussi, c'est facile quand on voit des choses, c'est un peu plus facile à le comprendre aussi, je pense, parce que c'est quand même. Est-ce que tu dis Ticket que Samuel a mal expliqué? Non, pas du tout, parce que moi franchement j'ai beaucoup étudié du truc pour le comprendre en fait. Donc, j'ai beaucoup étudié des trucs pour le comprendre et je trouve que c'est pas facile. Mais en gros, du côté des garçons, ça fait 16e de finale le premier jour, 8e de finale le deuxième jour, puis après quart, demi-finale. Et en fait, en gros, tous les matchs sont à élimination directe, si on peut faire un petit peu plus simple. Ok, donc il y a beaucoup de rugby à regarder, c'est ça qui est important. C'est ça. Ouais, c'est ce que je veux dire. En plus, on a les bascules dans les équipes. Ce que je veux dire, en plus, on peut voir des Allemands jouer au rugby. C'est quand même pas, tu vois, ça arrive pas tous les jours non plus. Charlie, il semble que... Ah si, t'as raison. Pardon. Ils se sont qualifiés avec l'Irlande, le Portugal et le Pays de Galles. Ouais, je les suis quand même. Enfin, bon, c'est quand je peux. Comme quoi, tu peux postuler sur du rugby à 7. Hein. Ouais. Pour un international, peut-être. Tu le fais rêver. Alors déjà en 15 pour l'équipe d'Allemagne, je pense que je suis un peu passé à côté de ma carrière. Mais alors en Seven, Allez, parle-nous un peu de ces équipes. Alors, quelles sont les grandes équipes? Est-ce que c'est toujours le même? Donc, j'ai fait un peu de research. Pour moi, j'ai l'impression que Nouvelle-Zélande, quand même, c'est le gros. Hein, ils ont gagné 3 fois sur 7 World Cup. Après, tu as une espèce de deuxième ligne sur Fidji. Après, l'Angleterre, quand même, ils sont pas mal depuis un certain temps. Un troisième volet, on va dire, c'est plutôt l'Argentine et l'Australie aussi qui figurent bien. Est-ce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours ces 5 équipes-là qui sont toujours les meilleures, ou est-ce que ça change d'année à année? Non, on retrouve quand même, chez les garçons, on retrouve quand même pas mal la Nouvelle-Zélande, qui est quand même une terre vraiment de rugby à 7. Mais qui est devancé par les Fidji, en tout cas sur les gros événements, comme par exemple les Jeux Olympiques, où les Fidjiens ont gagné les 2 Jeux Olympiques de rugby à 7 à Rio et à Tokyo. Donc ensuite, on a à peu près, c'est ça, on doit avoir la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et puis l'Afrique du Sud aussi, qui là en tout cas est première du World Series qui est en cours, et donc il va y avoir... On a encore le tournoi de Los Angeles qui va venir. Et voilà, c'est à peu près ça. Les résultats, après, on a quand même... Ça se joue parce qu'il y a 3-4 ans, il y avait les États-Unis qui étaient aussi... qui ont remporté le championnat. Enfin, ça tourne, mais on a les Fidjiens qui sont, en tout cas, sur les gros événements, qui sont les meilleurs. Oui, j'ai noté les États-Unis juste devant la France, en fait. 84-81, si je peux le placer là, juste gentiment. Mais parle-nous un tout petit peu de cette équipe à France, alors. C'est quoi les points forts, les points faibles de cette équipe? Alors, au niveau de l'équipe de France, en tout cas, sur cette équipe de France-là qui risque d'aller les joueurs qui risquent d'aller sur la Coupe du Monde, on a un bon mélange entre joueurs... maintenant très expérimentés comme Stéphane Paresse, Jonathan Logel, Paulin Riva, Jean-Pascal Barak, etc., qui sont des joueurs vraiment qui ont prouvé à 7, qui ont presque d'ailleurs été tous capitaines de l'équipe de France à un moment de leur carrière, qui aussi ont fait des gros tournois, qui ont été élus hommes des tournois, etc. Donc on a des joueurs d'expérience qui sont vraiment installés, qui connaissent le jeu, qui sont capables aussi de prendre le groupe en main, qui sont capables de gérer les temps forts et les temps faibles. Et puis à côté de ça, on a des joueurs qui viennent d'arriver et qui excellent vraiment à ce jeu, comme des Nelson Épée, qui est la nouvelle fusée de l'équipe de France de rugby à 7, donc Nelson Épée qui est de Toulouse. On a aussi Esteban Capilla qui, je pense, va faire ses
a déjà fait ses premières capes avec l'équipe de France, mais qui risque de jouer aussi sur la Coupe du Monde. Et en fait, on a un bon équilibre entre donc les anciens et les cadres, et puis des jeunes joueurs qui viennent et qui arrivent complètement à s'intégrer à ce projet, qui est l'équipe de France. Après, on a une équipe assez complète, que ça soit offensivement ou défensivement. Et ce qui nous manquait avant, c'est vraiment ces joueurs qui vont très vite, comme Jordan Sefo ou Nelson Epé, qui sont capables de traverser le terrain, et ça permet un gain d'énergie aussi pour le reste de l'équipe qui est super important, parce qu'au lieu de multiplier les temps de jeu et de fatiguer toute l'équipe pour au final marquer un essai, là on a des joueurs qui en une fraction de seconde sont capables de traverser le terrain, et donc de marquer des points et d'amener l'équipe avec un peu plus de fraîcheur, quoi. Donc là, on a parlé d'équipe de France, mais quand on regarde le tournoi, est-ce qu'il y a d'autres stars de nations qu'on devrait regarder aussi? Ouais, des stars, ou alors des joueurs qui sortent depuis le dernier World Series. Là, on a Corey Toole en Australie. C'est un joueur aussi super complet, qui est capable de traverser le terrain. Lui qui joue plutôt 6, il me semble, mais qui est capable de tout faire. Et puis après, au niveau des Blacks, on a aussi toujours un ou deux joueurs qui sont capables de sortir avec un joueur qui vient d'arriver. Alors, je crois qu'il n'y a aucun lien de parenté, mais qui s'appelle Carter, qui est aussi extrêmement bon. Et puis, en règle générale, il faut suivre aussi les Fidjiens qui sortent à chaque fois 2-3 joueurs par tournoi. Et en fait, c'est assez dingue. Parce qu'en France, pour qu'un joueur soit bon, on va dire, au rugby à 7, à part la nouvelle génération, il a besoin de 4, 5, 6, 10 tournois pour vraiment comprendre l'énergie du set. Et les Fidjiens, c'est, il me semble, la seule équipe qui, lors des derniers JO, ont sorti 3-4 nouveaux joueurs, comme ça, d'un coup, et qui ont réussi à remporter la médaille d'or. Donc voilà, c'est des équipes auxquelles il faut faire forcément attention. Faut regarder les Fidji pour savoir pour savoir où les clubs de top 14 vont chercher leurs joueurs de l'année prochaine. Ouais, aussi, quelles seront les prochaines pépites du top 14. Donc il faut qu'on suive les nouveaux aides, les Fidjiens, les Français, bien sûr, et aussi pour Charlie, les Sudaf, parce qu'il me semble qu'il y a au moins 2 joueurs avec des super dreads, Charlie. Je croyais que t'allais dire les Allemands. Fais-moi honneur un tout petit peu. Zut, mais ouais, vas-y, suivons les Dreadeux. Ouais, après, ils ont pas exactement le même profil, Charlie, je suis désolé. Ils sont un tout petit peu plus petits, enfin, ils sont même, ceux qui ont des dreads, là, notamment en Afrique du Sud, ils sont beaucoup plus petits. C'est des petits blacks super électriques, et qui sont hyper forts techniquement. Et ça, par contre, il me semble que c'est plus ton profil, ça. La technique. La justesse technique. Absolument, tu m'as cerné. Allez, on passe aux féminines. Là, quand même, c'était des nouveaux aides féminines championnes au moins 2 fois. En fait, moins de championnats. Il me semble qu'il y avait que 3. L'Australie qui a gagné 1 fois. Étonnamment, les États-Unis étaient 2 fois 3e. Mais en fait, la France aussi est très forte en ce moment, qui a fini 2e la dernière fois. Et aussi, en général, la France va très très bien en rugby à 7. Elle avait fait un super tournoi olympique, qu'on avait tous suivi. Avec l'argent, oui. En fait, il y a quand même un gros projet 7 sur la France au niveau des féminines. Et en fait, c'est des filles qui travaillent énormément. C'est compliqué de les décrire autrement. Elles travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup physiquement, techniquement, mais surtout physiquement. J'ai même participé à des entraînements avec elles, et c'est vrai que c'est d'une intensité qu'on a rarement vue. Et notamment les JO où elles arrivent à ramener une médaille d'argent. Et donc voilà, et en fait là elles ont eu un petit peu de temps aussi pour se préparer, puisque le World Series s'est terminé un petit peu plus tôt, et donc je pense qu'elles vont revenir avec beaucoup de fraîcheur, et moi je mets un petit billet quand même sur cette équipe de France. C'est une équipe de France qui a, en fait, nous on aime bien le 15 féminine aussi. Il y a beaucoup, comme on a parlé avant, des ponts entre les deux sports. Et là, j'ai noté, il y a au moins 5 ou 6 joueurs que j'ai reconnu les noms, Chloé Jacquet, Gracino, Caroline Drouin, Romaine Ménagère, qui sont dans l'équipe de 7, qui jouent aussi sur l'équipe de 15. Ouais, bien sûr, parce que déjà le fonctionnement rugby féminin, il est un peu
particulier, dans le sens où mais il me semble qu'il n'y a aucune fille professionnelle, en tout cas sur le championnat de club, ce qui fait que les seules filles qui sont professionnelles, elles sont soit en équipe de rugby à 7, soit en soit en rugby à 15. Et donc, forcément, il y a des passerelles entre les deux, puisque la Fédé, au-delà de la Fédé, les filles le veulent, etc. Hein. Mais c'est des filles qui font du rugby tout le temps et qui sont prêtes, en fait, pour ça, alors qu'une fille qui travaille à côté, qui n'est pas professionnelle, etc., forcément, elle aura plus de mal aussi à performer sur du rugby à 7. Ouais. Et en plus de ça, il y a Anne-Cécile Siofani qui était élue meilleure joueuse de 7 l'année dernière. Ouais, exactement. Il y a pas mal de joueuses qui sortent du lot, avec notamment Anne-Cécile qui a été récompensée, mais aussi, je pense à Serafino Kemba hein, qui fait de très belles saisons, Camille Grassino qui, pareil, a un nombre de tournois incalculable et qui a 36 000 poumons. Et puis là, depuis elle a émergé, pas émergé, mais elle a fait un très bon tournoi lors du tournoi de Toulouse. On a Johanna Grisé qui a marqué un nombre d'essais aussi incalculable et qui revient très fort. Donc, on a quand même un bon vivier de joueuses françaises. Et c'est vrai que tout ce qui est en train de faire le staff de et des équipes de France, ça commence à prendre forme. Et on attend forcément beaucoup d'elles sur cette Coupe du Monde. Moi, je vais juste conclure sur Anne-Cécile Siofani. Ça nous permet d'avoir une petite pensée pour Alban, parce qu'elle rejoint l'année prochaine les Pink Rockets du Stade Français. Donc voilà, club de la capitale que je supporte aussi. Et voilà, donc on a une petite pensée pour Alban qui a joué aussi. Donc pour finir sur ce Coupe du Monde, on aimerait bien savoir c'est qui pour toi le petit pays pépite par exemple, c'est peut-être pas un des 8 meilleurs, mais c'est qui le petit pays qu'il faut regarder en plus de l'Allemagne, bien sûr. Le petit outsider. Le petit outsider. Alors, je sais pas si c'est pas vraiment un outsider, mais c'est pas non plus un petit pays. Mais pour le coup, du côté des filles ou des garçons ? Les deux. Pour le coup, du côté des garçons, moi, je pense qu'il faut jeter un coup d'œil du côté des Samoa, qui, à cause du Covid, n'a pas énormément joué tout au long de l'année, mais est revenu sur les derniers tournois et a fait à chaque fois des gros résultats. Et avant, c'était une équipe qui explosait très facilement, pas très facilement, j'exagère, mais qui, à partir du moment où elle n'y était plus physiquement, était capable du pire comme du meilleur. Et là, ils ont réussi à trouver une stabilité qui est assez impressionnante. Et moi, je les ai trouvés très frais, techniquement, offensivement. Ils sont capables d'être juste techniquement à grande vitesse. Et ça, c'est vraiment important à 7. Et puis après, du côté des filles, c'est encore pareil, hein, mais c'est les Fidjiennes qu'il faut surveiller, hein, qui étaient pas présentes sur la scène mondiale il y a 3-4 ans, et qui là sont en train de battre toutes les plus grosses équipes tournoi après tournoi, et qui d'ailleurs sont 3e du World Series et qui sont arrivés 2e aux Jeux du Commonwealth là, qui sont déroulés il y a 1 ou 2 mois, il me semble. Et pour les gros pronos, alors qui va gagner côté homme, côté femme ? Alors côté homme, c'est un peu classique, hein, mais moi je mets quand même une pièce sur les Fidji. Ouais, sur les Fidji ou sur l'Afrique du Sud. Et après, côté femmes, en ce moment, c'est vraiment l'Australie qui domine les sujets. Elle a battu les Blacks, elle a battu les Fidji, elle a battu malheureusement l'équipe de France. Donc, je pense que ça va être vraiment l'Australie qui sont en train de construire une équipe affûtée comme jamais, comme rarement elle a été, et qui, techniquement, avec des joueuses comme Kaslik, Demi Eyes, etc., voilà, sont vraiment très, très forts. Et la France, ça va être ? Et la France, bien sûr. Alors, si on garde notre côté un petit peu chauvin, l'objectif, hein, forcément, de l'équipe de France, c'est de remporter cette Coupe du Monde. Après, c'est du côté des garçons, en tout cas, c'est vrai que ça soit sur les Jeux Olympiques ou sur les Coupes du Monde, on ne les a pas vus encore ramener de médailles. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas comptés dedans. Mais il faut garder un œil. S'il faut se mouiller, moi, je dis que la France, quand même, passe... je les mets dans le top 5, l'équipe de France, du côté des garçons, et du côté des filles, dans le top 3. Ouais. Et les Américains ? Les Américains, je ne les ai même pas eu de Et alors, l'ambiance de la foule, alors, en Afrique du Sud ?
Ouais, bah là, ça va être fantastique, hein. Pareil, moi, mon deuxième tournoi après Dubaï, donc c'était Cape Town. Et il me semble que mon deuxième match à Cape Town, j'ai joué contre l'Afrique du Sud. C'était impressionnant. Donc là, en fait, enfin, la Coupe du Monde va se jouer au Cape Town Stadium, qui est le stade pour aussi les World Series. Et c'est un stade de 55 000 places qui sera rempli à ras-bord et où il y aura forcément l'ambiance qu'on connaît de l'Afrique du Sud avec les vuvuzelas, la danse, les chants, etc. C'est vraiment magnifique. Le, le stade résonne vachement. Il est un petit peu, il a une forme un petit peu fermée et on ne s'entend pas sur le terrain, etc. C'est vraiment un stade magnifique avec une ambiance et des supporters qui se donnent corps et âme. Ça va être un autre live à nous pour nous à faire, hein, Jerry. Bon, en tout cas, ça me donne vachement envie de regarder ce Coupe du Monde rugby à 7. On a plein de choses et plein de personnes. Merci beaucoup pour tout ça. Ouais, merci beaucoup de nous avoir un peu éclairé sur cet inconnu un peu pour nous, le rugby à 7. Mais du coup, pour finir un peu ton parcours, on a commencé en voyant comment tu y es arrivé et comment ça s'est passé pour toi. Et t'en es où toi aujourd'hui ton rapport au rugby Du coup, moi, j'ai arrêté le rugby au courant de l'année dernière, puisque à la suite de l'équipe de France, pendant l'équipe de France, je me suis blessé, je me suis fait opérer au tendon d'Achille, et en fait, j'ai jamais réussi à revenir. Donc, il y a eu une période un petit peu compliquée, puisque à la suite de cette blessure, j'ai dû arrêter ma carrière, mais voilà, j'ai rebondi et entre-temps, à côté de ma carrière, j'ai toujours continué les études. Donc, j'ai fini mon master, j'ai fini mon stage et puis je repars sur une autre formation début septembre. Mais j'ai forcément toujours un très bon rapport avec le rugby, puisque tous mes amis y sont. Et puis j'ai un rapport encore plus doux, on va dire, avec le rugby à 7, parce que c'est vraiment une grosse révélation pour moi et un sport que j'aime énormément. Voilà. Ouais. Bah super, bravo pour ton master, parce que c'est super important cette reconversion, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il me semble que c'est bien dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est peut-être si ça vous intéresse, nos chers écouteurs, on peut écouter notre interview avec Lénaïg Corsen, qui est aussi dans ce domaine. Ouais, exactement. Ouais, Lénaïg que je salue d'ailleurs et que j'ai croisé pas mal de fois. Mais voilà, effectivement, j'ai fini mon master en communication RSE et développement durable et avec notamment mon stage au sein de la Coupe du Monde France 2023 que j'ai fini fin juillet. Et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi petit à petit que c'est assez dur de passer de sportif professionnel à rester sur un bureau, voilà, les mails, tout ça, c'est un peu, c'est pas angoissant, mais en tout cas, c'est assez impressionnant, c'est assez vertigineux. Et donc, en fait, là, je commence une formation début septembre de JRI, donc c'est journaliste reporter d'image à Lille. Voilà, donc là, pour le coup, je suis super content de partir là-dessus et je pense que j'aurai un peu plus de terrain, un peu plus de relations aussi avec les autres et voilà, je suis super content de partir sur ce projet. Je pense qu'on a trouvé un nouveau membre de Pack de Potes. Hein. Tu reviens quand tu veux. Ouais, merci beaucoup. Ah ouais, je voulais juste signaler quand même que vous avez un point commun, en plus du rugby, bien sûr. Mais c'est que vous avez tous les deux eu le privilège de me latter la gueule avec des gants de boxe. On a fait... C'est vrai qu'on avait fait une session de boxe. On a fait une session, ouais. Tu faisais mal. Presque. Je dis pas que t'as pas fait mal, Thierry. Non, mais je pense que je t'ai pas touché. Mais j'ai vu que tu t'es remis mon ticket là. T'as fait de la taille. J'ai bien vu. Ouais, j'ai fait un séance de taille. T'as dû bien suer, ouais. T'as dû bien suer à la taille. Ouais. C'est assez marrant parce que ça fait un temps que j'ai arrêté le rugby maintenant et maintenant la seule chose que j'ai fait dès que les gens m'approchent un peu, j'ai donné un coup de pied, quoi. Dans la tête direct. C'est beau. Allez les garçons, c'était un vrai plaisir de parler de Seven. Samuel, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Sam. C'était passionnant. Ouais, merci à vous. C'était cool de donner un petit peu de temps au rugby à 7 et voilà, j'espère que ce podcast va continuer. Oui, bien sûr. Et là, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux d'ailleurs?
Bon, tout simplement sur Instagram. Hein. Je suis pas très très réseau, mais sur Instagram, je suis présent. Bah voilà, va chercher Samuel Alert sur Instagram et pendant que vous êtes là, bien sûr que vous pouvez liker Pack de Potes aussi. Allez les garçons, à très très bientôt. Salut mon ticket, salut Sam, merci d'être passé. Ciao.